Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'une des toutes dernières de l'année 2019. Aucune surprise pour vous, on va clôturer l'année avec les tops et flops au niveau du cinéma d'horreur, en sachant que selon moi on a une année plutôt qualitative avec de nombreux films d'horreur venus de tout un tas de contrées et que c'était pas forcément évident pour moi de faire un classement. Du coup là je vous ai sélectionné 10 films mais j'ai dû en sortir quelques-uns auquel j'étais quand même attaché. Donc c'était un véritable crève-cœur comme à chaque fois, mais c'était plus compliqué que pour l'année précédente, où là je trouvais qu'il y avait un top assez facile, assez clair, qui se dessinait dans mon esprit, tandis que j'étais en train de le préparer. Ici c'était plus dur, j'ai dû vraiment sortir des œuvres que j'estime plutôt bonnes et que j'aurais aimé vous présenter dans cette petite vidéo. Ce ne sera pas le cas. Ça reste néanmoins selon moi un top intéressant, assez subjectif, mais que avec des œuvres que j'estime qualitative et que j'espère vous faire découvrir. Du coup, trêve de bavardage, c'est parti pour le top des films d'horreur sortis en 2019 et on commence tout de suite avec la 10e position. On y va. Alors The Headhunter, c'est un petit peu particulier, on parle d'un film à 30 000 $ de budget seulement, qui a décidé de marier l'heroic fantasy et l'horreur, ce qui est très fréquent en littérature, que ce soit en bouquin, roman ou en bande dessinée manga. D'ailleurs ce film me fait énormément penser à Berserk, le manga, sur tout un tas de points, mais on va y revenir dans quelques instants. Mais au cinéma, c'est un mélange qui s'est fait à de plus rares reprises. Il n'y a pas beaucoup d'exemples à vous citer. Du coup, en voyant le trailer de The Headhunter, je ne pouvais qu'être intrigué. On nous annonçait le film depuis l'année dernière, mais il a pris un petit peu de retard et n'est sorti que cette année. Si vous lisez les commentaires des gens un peu partout sur internet, vous aurez l'impression qu'on a affaire à un film chiant. C'est pas exactement le mot que j'emploierais, c'est un film très lent, très contemplatif, qui nous permet de bien entrer dans son univers et d'apprécier tous les petits détails que l'équipe du film a mis en place pour nous faire croire à cet univers, pour nous le faire vivre réellement. Et ça marche à mort. C'est en grande partie tous ces détails qui m'ont donné envie de mettre ce film dans ce top, parce que il se passe pas grand chose dans le film. On suit le quotidien d'une espèce de chevalier ermite solitaire, dans sa cabane, qui confectionne tout un tas de potions un petit peu étranges, qui semblent lui permettre de cicatriser ses blessures, même très graves, etc. Et qui part tous les X temps, appelé par une espèce de sonnerie un petit peu glauque, dans une forêt qui entoure son domicile, pour chasser, traquer et tuer des monstres, et bien sûr ramener leur tête, d'où le titre du film, The Headhunter. Pourquoi ce film m'a un petit peu fait penser à Berserk? Parce qu'on parle quand même d'une heroic fantasy bien dark, bien sombre, avec des monstres qui ont des gueules bien dégueulasses, bien méchantes, et surtout dans le look du chevalier, qui est bien barbare, on va dire, qui est bien costaud, avec un casque qui inspire la crainte. Non, pour moi on est vraiment dans un univers similaire à celui de Berserk. On parle donc d'un film dans lequel il se passe pas forcément grand chose, où la plupart des actions se déroulent en hors-champ, ce qui peut un peu frustrer le spectateur, c'est pour ça que le film n'est pas plus haut dans le classement, parce qu'avec un tel postulat de départ, moi j'étais totalement hypé, mais je dois admettre que j'ai quand même été bluffé, parce qu'avec 30 000 $, réussir à instaurer un tel climat, une telle ambiance, parce qu'il y a quand même une espèce d'ambiance bien crade qui règne sur tout le métrage, avec un final pareil, un climax qui est assez déroutant et même... bah merde, quand le film s'arrête, on est un peu estomaqué. Et c'est un mot que j'emploie pour la toute première fois en vidéo. On termine bien l'année 2019. Non, en vrai, le film n'est pas du tout chiant selon moi. Il est vraiment plutôt lent et contemplatif, terme que j'ai déjà employé précédemment. Et si vous aimez les belles esthétiques médiévales, entre guillemets, et l'heroic fantasy, et surtout si vous aimez les monstres et le fait qu'on leur coupe la tête, franchement, regardez The Headhunter. Vous serez peut-être bluffé. Alors, Here Comes Hell, c'est un petit peu bizarre parce que c'est un projet dont personne n'a entendu parler. C'est un plus petit budget encore que pour The Headhunter. C'est un petit film anglais d'horreur à la Evil Dead 2, c'est-à-dire qu'on a vraiment un film de fantômes, de possession démoniaque, avec ce mélange horreur-humour qui fonctionne à merveille ici aussi, mais avec cette petite touche british qui fait plaisir et qu'on ne voit plus assez souvent dans le cinéma d'horreur, alors qu'à une époque c'était quand même un peu plus fréquent. C'est un film duquel je n'attendais rien, voilà, qui n'est sorti qu'en VOD évidemment, pas de sortie cinéma pour celui-ci, qui est tourné en noir et blanc, ce qui permet de lui donner un air moins cheap que ce qu'il aurait eu en couleur, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'argent. La plupart des maquillages monstres sont bluffants, pour le peu de budget qu'il y avait, même si certains, voilà, ça fait Evil Dead 1 pour le coup, parfois en termes de monstres. Mais ça fonctionne, parce que l'aspect comédie est pas mal mis en avant. Donc, je vous parle un petit peu de l'histoire, voilà, on va mettre en place les trucs. On a une bande d'amis,
qui se connaissent depuis une quinzaine d'années, qui ont fait leurs études ensemble. Ce sont des espèces de bourgeois anglais. Il y en a un qui a réussi dans le pétrole aux États-Unis, c'est un Texan. Les autres, il y a un tennisman professionnel, il y a une meuf, c'est une héritière, elle fait pas grand-chose sa vie, mais elle a plein d'argent, etc. Ils se réunissent dans la demeure de l'un d'entre eux, qu'il vient d'acheter grâce à un héritage, une immense demeure, mais qui est un petit peu en ruine, et celui-ci les a en fait invités non pas pour un simple dîner comme il leur avait prétendu, mais pour faire une petite séance de spiritisme. Et au bout de laquelle, ils vont invoquer des esprits malveillants. Ces esprits vont petit à petit commencer à prendre possession de leur corps les uns après les autres, et leur but étant de créer une brèche vers l'enfer, ce qu'il faut à tout prix éviter, sinon ce sera la fin du monde. Vous avez compris. Du coup, avec ce pitch, vous voyez quelques similitudes déjà normalement avec Evil Dead 2. Et on est en plein dedans. On a des personnages qui vont se faire posséder les uns après les autres, on a des revolvers, on a des démons à tête dégueulasse, on a même des mutilations un petit peu gore, mais toujours rigolotes, hein, en mode cartoonesque. Non, on est vraiment dans un sous-Evil Dead 2. C'est pas exactement la même qualité, mais moi, je dois avouer que je me suis encore plus marré devant ce film qui assume peut-être plus son côté comique que son côté horreur, et j'ai été vraiment impressionné par l'imagination de l'équipe qui, avec très peu de moyens, arrivait à créer tout un tas de situations toutes plus invraisemblables les uns que les autres. Il y a un personnage qui devient minuscule, par exemple. Il y a des monstres à l'aspect un petit peu original, un petit peu incongru, je dirais. Non, vraiment, c'est un film qui est assez drôle. Il vous fera pas peur pour dessous, mais si vous le regardez entre potes, vous allez bien vous poiler. C'est une grosse surprise, et je vous conseille de vous procurer ce petit film, d'aller le télécharger s'il faut, parce que Here Comes Hell, c'est un tout petit film qui vaut la peine d'être regardé, et je dois avouer que si je l'ai mis dans ce top, c'est vraiment dans l'idée de vous faire découvrir ce genre de petite production horrifique qui, pour moi, fait tout le bonheur de ce sous-genre du cinéma qu'est l'horreur. Et puis en plus, bon, c'est une réalisatrice, et c'est suffisamment rare dans le cinéma d'horreur pour être souligné. Quand on parle de réalisatrice, Rabid, c'est le cas, puisqu'on a même deux réalisatrices, avec les sœurs Soska, Jen et Sylvia. Alors si ce titre vous dit quelque chose, c'est pas totalement pour rien, parce qu'en fait c'est un remake de Rage de David Cronenberg. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on a gardé plus ou moins la même, c'est-à-dire qu'on a une fille qui est un petit peu mal dans sa peau, physiquement elle ne s'assume pas très bien, ici elle travaille dans la mode, elle va avoir un accident de la route, hein. Donc elle sur son petit scooter, elle va avoir un terrible accident, et elle va se retrouver horriblement déformée, défigurée plutôt, horriblement défigurée, avec une cicatrice dégueulasse et super bien faite, honnêtement. Moi déjà, quand j'avais vu ces images, c'est ce qui m'avait donné envie de voir ce remake, qui n'est pas sorti chez nous malheureusement. Et je suis pas loin d'avoir préféré cette version à celle de Cronenberg. Et pourtant, Dieu sait que je pourrais vouer un hôtel à Cronenberg, j'adore ce mec. Surtout pendant cette période médico-horrifique. Ouais, c'était génial. La première chose que je peux souligner avec ce film, c'est la qualité des maquillages qui, tout de suite, me fait aimer cette œuvre. Voilà. Donc juste grâce à ces maquillages, j'étais déjà acquis comme spectateur. Mais ensuite, cette histoire, et surtout cette personnage principal, qui est superbement incarné, j'ai plus le nom de l'actrice principale, mais elle a super bien fait le taf, et avec ce final limite Lovecraftien, avec des créatures tentaculaires, donc je vais pas vous spoiler, donc ne vous demandez pas là comment est-ce qu'on peut arriver du postulat dont je vous ai parlé à un final Lovecraftien et tentaculaire. Regardez le film, vous verrez, mais c'est juste génial. Moi, ce final, je me suis dit, j'ai l'impression de lire un bouquin de Lovecraft, et j'adore Lovecraft, donc tant mieux, c'est très bien. Du coup, on se retrouve avec un film avec une esthétique très soignée, parce qu'on est dans le milieu de la mode. Moi, j'aime bien quand l'horreur touche à ça, c'est un peu comme avec de Neon Demon, ou avec Suspiria, même si c'est pas la mode, c'est la danse, mais je veux dire, c'est le milieu artistique, c'est un milieu esthétique, et du coup, l'horreur, dès qu'elle commence à jouer avec les couleurs, avec l'esthétisme, si c'est bien fait, ça donne quelque chose de visuellement très chouette à regarder, très impressionnant. Et c'est le cas ici avec Rabid, qui pour moi fonctionne à mort. Du coup, notre personnage principal va avoir recours à la chirurgie esthétique pour retrouver un semblant de visage normal, et va se retrouver très attirante pour les hommes. Et elle va pouvoir jouer un petit peu de ça, comparé à son statut précédent où elle se sentait très mal dans sa peau. Ici, elle se sentira bien, et ça se ressentira autour d'elle. Mais elle remarquera vite que son métabolisme aura également changé, et que au-delà de sa revanche, de son esprit de revanche qu'elle prendra sur la vie, sur les hommes et aussi sur les femmes qui étaient très méchantes avec elle, elle se mettra à vouloir dévorer les mecs. Donc faites attention les gars, quand vous faites draguer par une bombe, méfiez-vous, c'est peut-être pas normal, hein. Surtout si vous êtes moche. C'est à toi que je pense, Souf. Hein. Mais du coup, on se retrouve avec un film plus ou moins zombie, parce que les mecs qu'elle va mordre vont attraper la rage, d'où le titre, Rabid, qui signifie rage, mais avec aussi, comme je vous l'ai dit, un final Lovecraftien, avec des scènes un peu dégueu quand même, un peu gore à suivre, notamment la gueule qu'elle a après son accident, c'est totalement irréaliste, hein, je vous le dis tout de suite, on peut pas avoir cette tête-là après un accident, c'est n'importe quoi, parce qu'elle ressemble, allez, c'est limite double face la meuf après ça, non, vous ne pouvez pas avoir cette tête-là, mais ça marche à mort dans ce film. Donc bref, je salue l'esthétisme du film, la prouesse de la plupart des acteurs, pas tous, hein,
la plupart surjouent, ça colle à ce que le film essaye de mettre en place, mais parfois c'est quand même un petit peu trop. Et en vrai, bah, c'est une agréable surprise, j'ai adoré ce remake et je comprends pas pourquoi on n'en a pas plus parlé. J'en parlerai peut-être sur ma chaîne en faisant une critique, mais voilà. Merci aux Sœurs Soska de nous avoir présenté leur vision de ce classique qui était Rage de Cronenberg, et pour moi c'est un grand oui. Septième position donc, Us de Jordan Peele. J'ai beaucoup hésité parce qu'en vrai, Us a failli ne pas être dans le top au final. Comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu compliqué pour moi de le faire, je pensais à plein de choses. Au final, j'ai quand même voulu souligner cette prouesse qu'a fait Jordan Peele avec seulement son deuxième film, faut pas l'oublier. On parle un peu de Jordan Peele comme un cinéaste accompli, mais ce n'est que son deuxième long métrage, hein, après Get Out qui était excellent, que j'adore et que j'ai d'ailleurs mis dans mon top 10 de la décennie. Us est selon moi un petit peu moins bon, mais beaucoup plus ambitieux. Donc c'était difficile d'aller au bout de toutes ces ambitions pour Jordan Peele sans avoir quelques défauts au final. Mais avant tout, qu'est-ce que ça raconte pour les rares pecnos qui ne sauraient pas? On parle d'une famille qui s'en va dans leur maison de vacances pour passer du bon temps, voilà, donc il y a 2 enfants, une maman, un papa, et qui vont se retrouver nez à nez avec leur double, identiques. Et des doubles pas forcément très sympathiques dans le sens où ils souhaitent prendre leur place. J'en dis pas plus. Mais évidemment, ça donne lieu à tout un tas de situations géniales pour un film d'horreur. Donc leurs doubles sont tous un petit peu particuliers, ils sont pas comme les originaux en termes de comportement, ils sont un peu étranges, et sont tous habillés pareil, et on va vite remarquer que ce ne sont pas les seuls à se retrouver nez à nez avec leurs doubles. Toute la population mondiale est dans ce cas-là. Donc postulat de départ assez intéressant, qui souligne tout un tas de questions, puisqu'évidemment Jordan Peele met énormément de sous-texte dans ce film, comme pour Get Out. Et franchement, c'était une petite claque au cinéma, avec quelques moments d'angoisse, surtout au début du film, dans sa première moitié, qui se ressentent bien, voilà, on a des moments bien tendus, une musique géniale, qui ressort des vieux classiques de rap américain et qui nous les transforme, ça c'est aussi une prouesse, hein, je trouve, et alors avec une distribution géniale et une qualité d'acting que je ne peux que souligner, vraiment. Comme pour Get Out, Jordan Peele sait bien choisir ses acteurs, ça c'est clair. Donc Us, un petit peu moins bien que Get Out, mais il mérite amplement sa place dans ce classement, et c'est pas vraiment une surprise. Suivant. Alors là, je vais pas m'attarder énormément parce que, comme pour Us, j'en ai fait une critique. Il s'agit de Bliss de Joe Begos, un film qui m'a bluffé par ses qualités esthétiques. On parle d'une artiste en panne d'inspiration qui va se tourner vers la drogue et l'alcool pour essayer d'oublier ses petits soucis du quotidien et retrouver l'inspiration pour compléter son chef-d'œuvre, une gigantesque peinture, et qui va se retrouver un petit peu à se transformer en vampire, et elle aussi, comme dans Rabid, à tuer les mecs, à les bouffer, laissant place à tout un tas de métaphores sexuelles et compagnie. Bref, je vous laisse regarder le film. Son esthétique est ultra convaincante, ainsi que son jeu d'acteur, j'ai adoré. Alors c'est un peu contemplatif et parfois ça se branle un peu la nouille, j'ai envie de dire vulgairement, hein. Là c'est mon côté bigard qui ressort. Mais franchement c'est un film qui vaut la peine, et c'est surtout encore une fois une toute petite production dont personne n'a parlé, et c'est pour ça que je suis content de mettre en avant ce genre d'œuvre un petit peu plus petite. C'est le cinéma américain mais plus underground, donc il faut en parler plutôt que tous ces majors hollywoodiens qui nous sortent des films dignes de mon flop, et d'ailleurs peut-être que j'en parlerai dans mon flop, donc ne nous égarons pas là maintenant. Non, Bliss, allez voir ma critique, et surtout, allez voir le film pour en savoir plus, mais franchement, il n'a pas volé sa place dans ce top. The Lighthouse. Alors j'ai pu le voir, et franchement, pas mal, mais je pense que j'avais mis la barre trop haute dans mon attente. C'est-à-dire qu'en le voyant, j'ai pas été déçu, mais je suis resté un petit peu sur ma faim. Pourtant, le film répondait à toutes les promesses au final, c'est-à-dire qu'en termes d'esthétique, on va encore plus loin que dans The Witch, avec ce côté noir et blanc, ce carré, voilà, l'écran est carré en face de nous, donc il y a vraiment une esthétique soignée par rapport à ça, et surtout ce décor très Lovecraftien avec ce phare au milieu de nulle part, avec ces cauchemars, on sait jamais trop si on est dans la réalité, si on est dans une espèce de rêve, voilà, oui, puisqu'on parle quand même de 2 personnages perdus sur une toute petite île et qui doivent s'occuper d'un phare, donc un côté un peu Coleskin qui était déjà très Lovecraftien, hein, Coleskin encore plus, mais de façon plus clair et direct, alors qu'ici on est plus dans la métaphore, on est plus dans le rêve, on n'est pas dans quelque chose d'aussi évident qu'avec Coleskin, qui était génial d'ailleurs. Mais évidemment, la première chose que moi j'ai envie de souligner avec The Lighthouse, c'est la qualité des comédiens. Willem Dafoe et Robert Pattinson sont juste bluffants. Alors Willem Dafoe, c'est pas étonnant, je me souviens pas d'un film
où j'ai pas aimé sa prestation, il est juste trop fort, c'est un de mes acteurs préférés, ça c'est clair. Et Robert Pattinson, comme beaucoup l'ont dit, bah, il va fermer quelques bouches, quoi. Donc maintenant, on n'a qu'une hâte de voir ce qu'il va faire en Batman. Donc moi, j'ai toujours trouvé qu'il était pas mauvais acteur, mais j'étais pas forcément fan des films dans lesquels il jouait jusqu'ici. Mais là, vraiment, je dis chapeau. Son regard, il y a quelque chose qui se passe dans ses yeux, mais il donne énormément de crédit au film et il nous permet de ne pas trop décrocher parce qu'il y a quand même des longueurs, hein, comme dans The Witch, Robert Edgers, parce que oui, je l'ai pas dit, mais c'est le même réalisateur, hein, voilà, vous l'avez vu, je l'aurais écrit, mais je l'ai pas dit, voilà, quel manque de professionnalisme. Mais en tout cas, comme pour The Witch, il y a quelques longueurs, mais on voit toujours la même tentative de nous faire plonger dans un univers fantastique sans pour autant nous plonger dans des scènes vraiment délirantes. Non, il y a très peu de scènes délirantes. C'est une production A24 comme pour les productions de Ari Aster, et encore une fois, A24, vous faites vraiment d'excellents films d'horreur. Continuez comme ça. Lords of Chaos. Encore un film qui était attendu déjà l'année dernière et qui a eu des soucis et qui ne sort finalement que cette année, et encore pas chez nous. On parle d'un film suédois de Jonas Åkerlund. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, voilà, parce que je parle encore moins bien suédois qu'anglais, hein, vous le croyez ça? Mais dans tous les cas, c'est un film qui m'a mis une claque, voilà. En fait, c'est un film adapté d'un roman qui est lui-même adapté d'une histoire vraie, à savoir l'histoire du groupe Mayhem, premier groupe de death metal norvégien, et en fait, plus ou moins, premier groupe de death metal tout court. Moi, je connaissais pas, en vrai, cette histoire. Du coup, quand j'ai regardé le film, je savais pas que c'était une histoire vraie, et je savais pas vers où ça allait m'emmener. Donc déjà, quand le film est fini, j'étais genre, waouh, j'ai été me renseigner un petit peu, et what? C'est une histoire vraie? C'est quoi cette histoire de fou? Donc on parle quand même d'un groupe de métal qui a subi énormément d'histoires louches, donc avec un chanteur qui se suicide, un chanteur qui était ultra glauque, hein, qui tuait des animaux, qui vénérait la mort, qui mettait des animaux morts dans des sacs pour en aspirer le parfum avant de monter sur scène, qui s'automutilait sur scène, bref, des trucs complètement ouf. On aurait pu croire que c'était fort cliché, mais non, le mec le faisait vraiment, donc vos gueules, c'est pas cliché, il le faisait. Mais aussi, donc, de mecs qui s'entretuent, donc il y a vraiment eu des histoires d'assassinats, qui allaient cramer des églises, enfin bref, il y a des trucs de ouf, je vais pas trop vous en révéler parce que ça fait perdre de l'intérêt au film, parce que moi, ne connaissant pas cette histoire, vraiment, je savais pas vers où on allait. Mais c'était assez drôle de voir tous ces jeunes se prendre pour les fils de Satan, les dieux du chaos, les destructeurs, alors qu'en fait c'est un peu tous des petites merdes, hein. C'est un peu tous des mecs mal dans leur peau qui essaient d'impressionner les autres en ressortant des délires néo-nazis, ils mélangent tous les mecs. On parle de la mythologie nordique évidemment, parce que il y a des Suédois, des Norvégiens, un peu tout, donc ils sont assez fiers de ce passif. Il y a ce côté anti-religieux, mais tout ça en fait sont que des façades, ce sont des mecs mal dans leur peau qui essaient de se faire passer pour plus qu'ils ne le sont vraiment, comme tout un tas d'adolescents finalement, hein. C'est pas exactement un film d'horreur en soi, c'est une espèce de thriller mais très dur, avec des scènes très froides, hein, des meurtres ultra froids qui font qu'on peut pas le mettre ailleurs que dans la case film d'horreur. Voilà, il mérite amplement d'être considéré comme un film d'horreur. Donc vraiment, moi c'est un film qui m'a bluffé, j'espère que là, comme je vous en parle, je vous donne envie de le voir, parce que Lord of Chaos, c'était vraiment cool. Putain, quelle claque! Et là, quelle n'est pas ma fierté de vous présenter ce numéro 3, à savoir Yumi, de Lars Damoiseau, un film belge, yes, il n'y en avait pas l'année dernière, et on a très peu des films d'horreur belges, et là c'est vraiment jouissif de vous en parler, parce que c'était une énorme claque, et je pèse mes mots. J'ai été le voir au cinéma sans trop savoir à quoi m'attendre, hein. J'avais lu que c'était une espèce de film de zombies, et pour moi on est clairement devant le Evil Dead belge, quoi, rien que ça. Est-ce que ça vous donne pas envie? Alors non, je parle pas d'un film où Bruce Campbell va bouffer des frites, mais vraiment d'un Evil Dead belge, c'est-à-dire qu'on parle d'une histoire de zombies dans un hôpital en Europe de l'Est où notre famille de personnages principaux, qui sont hilarants, hein, et rien d'autre à dire, sont venus pour des opérations de chirurgie esthétique. Donc deuxième film où on parle de chirurgie esthétique dans ce classement, donc les amis, faites gaffe. Surtout vous les filles, si vous voulez vous faire des implants mammaires, peut-être réfléchissez-y à 2 fois, parce que ça a l'air de se transformer tout le temps en épidémie de zombies, ou alors on vous transforme en monstre, tout simplement. Donc petit conseil de votre youtubeuse beauté préférée, n'allez pas faire de la chirurgie esthétique, ça fait peur. Donc en tout cas, pourquoi ce film est génial? Déjà parce qu'il est hilarant, il y avait des séquences juste trop drôles, pour vous donner un petit peu envie, il y a quand même une séquence où il y a un mec qui a la bite en feu, voilà, bah, littéralement, c'est pas juste, non, son pénis prend feu,
Et là, tout le monde était mort de rire dans la salle. C'est un film très clairement interdit aux moins de 18 ans, parce que comme je viens de vous le dire, déjà on voit un zizi. Mais au-delà de ça, on voit surtout des scènes ultra gore. Le film ne lésine pas sur les moyens. Il y a plein de moments où vraiment tu regardes, tu fais c'est vraiment bien gore. Putain, mais c'est un scénario tout simple. C'est encore une fois un film de zombies, enfin d'infectés, hein, parce que je sais qu'on va encore me reprendre là-dessus. Pour moi, c'est pareil en termes de genre cinématographique, mais en termes de mythologie, c'est pas pareil, c'est vrai. C'est génial, avec un scénario tout simple, mais avec des séquences filmées de façon très efficace au niveau technique, il n'y a rien à dire, la photographie, elle est magnifique. Et pourtant, encore une fois, on parle d'un film qui a été financé sur Ulule, hein. C'est pas un gros budget, donc il n'y a pas besoin d'avoir 150 millions d'euros pour faire un bon film d'horreur. Donc vraiment, je crois qu'ils ont eu 15 000 euros pour faire leur budget. Performance, c'est à souligner, bravo les mecs. Et je suis vraiment fier de vous dire, allez voir ce film si vous pouvez, achetez-le quand il sera disponible, parce que c'était vraiment une grosse claque, et je dis pas ça parce que c'est belge, c'était génial, c'était trop drôle, c'était dégueulasse, et c'est ce qu'on veut voir dans un film d'horreur de ce type. Un bon film de zombies est un film où les maquillages vous donnent envie de faire et j'apprécie mon jeu d'acteur, j'espère que vous aussi. Alors encore un film qui sera pas très surprenant, Midsommar, Ari Aster, j'ai l'impression d'être en 2018, mais il n'est pas premier cette fois. Et pourtant, voilà, c'était très dur de choisir, parce que entre le film que j'ai choisi pour être premier et celui-ci, il y a eu une véritable bataille dans ma tête. Lequel mettre, et Midsommar aurait pu être premier. Voilà, je suis honnête avec vous. Midsommar a toutes les qualités pour être le meilleur film d'horreur de l'année 2019. Ari Aster nous prouve avec ce deuxième film seulement qu'il est vraiment déjà un maître de l'horreur. Il manie à la perfection cette ambiance, surtout au niveau sonore, à chaque fois ces musiques, ça fait frissonner, mais surtout ce mélange toujours de rêve, de réalité, on sait jamais trop sur quel pied danser, on est toujours dans une drôle d'ambiance avec ces films, pourtant on sombre pas dans du fantastique, et ici encore moins que dans Hérédité, qui avait quand même un côté fantastique avec cette histoire de démons, etc. Ici on est même plus là-dedans, on est dans un côté ultra réaliste, mais ce qui gâche un petit peu la fête pour moi, c'est un peu cette fin un peu too much. Ça m'a un petit peu sorti du film à la fin, et c'est dommage parce que pendant toute la durée du film jusque-là, j'étais à fond dedans, j'étais ultra pris, j'étais vraiment dans le film, quoi, dans l'ambiance, et ça m'a un petit peu sorti. Ça, c'est un peu malheureux. Mais on voit que Ari Aster, c'est vraiment un maître dans l'art d'utiliser des ambiances et de nous faire plonger dans des trucs glauques, même en plein soleil, hein. Oui, parce que c'est quand même un film d'horreur qui arrive à nous rendre mal à l'aise, alors qu'on est devant un décor idyllique, devant un soleil incroyable, devant une ambiance festive, puisqu'on est dans le festival d'été suédois. Mais Midsommar, voilà, j'ai fait une critique glauque dessus, allez la voir, je vais pas épiloguer, c'était grandiose, il mérite vraiment d'être dans le top, c'est une surprise pour personne. Peut-être juste la seule surprise pour vous, c'est que je l'ai pas mis premier, hein, peut-être. Mais qu'est-ce que j'ai mis en premier film? Eh bien, on va le savoir tout de suite. One Cut of the Dead. Quelle claque! Un super film qui est sorti en fait, qui est prêt depuis 2017, mais qui n'est sorti en festival dans nos régions que cette année, et qui a été disponible en VOD sur différentes plateformes qu'à partir de cette année, avec des plans séquences immensément longs, plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Cette histoire en 3 temps, on nous fait vivre la même séquence 3 fois, sous un angle différent. Non mais c'est génial, non mais l'idée est toute bête, donc on suit, c'est une histoire de zombies, je vais pas en dire plus que ça pour pas spoiler, parce que c'est une expérience plus qu'un vrai film finalement, c'est vraiment une expérience. Le voir une deuxième fois, c'est pas pareil, je crois que c'est pas pareil, je l'ai vu qu'une fois, donc je suis toujours sur ce premier visionnage qui m'a estomaqué, j'étais genre, waouh, quelle claque, quelle idée incroyable, et surtout, quelle maîtrise, parce que c'est vraiment pas évident de suivre le concept qu'ils ont choisi d'adopter, mais pendant tout le film, et à aucun moment ils passent à côté. Le concept, ils s'y sont tenus, et ça, c'est vraiment incroyable comme démarche. Non, j'ai adoré One Cut of the Dead, qui est un film à tout petit budget, en mode fun footage, au début, du moins, et qui va vous plonger dans une toute nouvelle manière de vous raconter une histoire de zombies, mais c'est également une histoire qui parle de cinéma, de comment est-ce qu'on monte un film au Japon en tout cas, et même si ça peut être assez proche de pas mal d'autres pays, dans la manière de monter un film, d'approcher des producteurs, de faire ton scénario, de tourner ton film, etc., avec des comédiens en roue libre, mais dans le sens positif du terme, il y a une femme qui se met à faire des espèces de prises de kung-fu, en mode complètement déluré, elle cabotine à mort, mais ça marche. Ça marche de dingue, non, c'est complètement fou. Le film est donc hilarant à ce niveau-là. Il n'est jamais effrayant, mais c'est pas ce qu'il veut du tout. Il est impressionnant dans sa mise en scène qui est
incroyable. Donc c'est une mise en scène rattachée à son concept. Hein. Ça peut paraître bizarre à comprendre, mais si vous avez vu le film, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est donc une expérience à voir, à ressentir, qui est impressionnante et qui montre que, avant le budget, ce qu'il faut avoir quand on monte un film, c'est des idées. Et Dieu, des bonnes idées, One Cut of the Dead en a eu. Foncez voir ce film qui est pour moi la plus belle œuvre horrifique au cinéma de 2019. Quelle année, mes aïeux! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo top de l'année 2019. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre votre propre classement dans les commentaires et à me dire ce que vous avez pensé des films que j'ai choisis. Pas la peine de faire comme à chaque fois et de me dire « Oh, t'as oublié tel film !» Non, j'ai pas oublié. Je l'ai juste pas aimé, ou en tout cas pas autant que ceux que j'ai choisis ici. Comme je vous l'ai dit, c'était un peu compliqué de faire ce classement, donc si vous voyez pas votre film préféré dans le top, ne le prenez pas personnellement. Le seul film que je regrette ne pas avoir vu, c'est Dr. Sleep. Je l'ai pas vu, donc peut-être qu'il aurait été dans le top. On le saura quand je l'aurai vu. Il n'est pas resté longtemps en salle ici en Belgique, c'est comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, tout le tralala, vous connaissez. Le plus important, c'est que vous passiez une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, et qu'on se retrouve très prochainement pour le début 2020. Du coup, j'espère que vous serez ravis de passer cette année 2020 avec moi. J'ai été ravi de passer l'année 2019 avec vous. Passez de bonnes fêtes, mais surtout, amis de l'horreur, n'oubliez pas que si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous, et merci d'avoir regardé la vidéo.